Aujourd'hui, nous allons, avec Farhad Khoroskova, parler de l'islam dans les révolutions arabes. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous se souviennent, ont été présents à une des premières sessions où nous avions essayé de lancer cette université populaire. C'était au tout début des révolutions arabes. Ça s'appelait « Où sont passés les islamistes ?» On avait l'impression que l'islam politique dont on nous avait rebattu les oreilles depuis des années avait disparu dans la scène politique. Puis, quelques mois après, on les a vus gagner, là où il y avait des élections libres en Égypte, en Tunisie, gagner les élections. Donc on est passé de où sont passés les islamistes à ils sont partout, des révolutions arabes à l'hiver islamiste. Bon, je crois que tout ça explique l'importance du sujet d'aujourd'hui. Et donc, pour le rôle de l'islam dans les révolutions arabes, je vais donner la parole à Farhad, qui a écrit déjà un livre qui est disponible ici en anglais sur les révolutions arabes, qui est un livre tout à fait, enfin que moi j'ai lu, tout à fait passionnant, avec plein d'éléments qui amènent de réflexion, qui permettent de prendre de la distance par rapport à ces révolutions arabes, pas un livre seulement écrit au fil de la plume, parce que c'est l'actualité. Et donc je remercie d'être parmi nous et je lui donne la parole. Merci. Merci, je suis ravi d'être ici avec un public motivé un samedi matin par la brise plutôt que d'être chez soi, venir écouter des thèmes intellectuels qui ne sont pas perçus comme étant nécessairement très liés à la vie quotidienne des uns et des autres. Je crois que cela mérite plus que le respect et je suis ravi d'être ici avec vous. Je ne sais pas de combien de temps je dispose pour parler parce qu'il faudrait qu'il y ait un débat. On a jusqu'à midi et demi, donc en gros une petite heure, un peu moins d'une heure. Et 3 quarts d'heure par exemple, 3 quarts d'heure et ensuite une heure de débat. À mon avis, ce serait plus intéressant parce que vous le savez, les intellectuels n'ont que leur voix et leur écrit comme support et donc ils peuvent en abuser quand ils ont beaucoup de temps. Alors, j'essaierai, et Alain est là pour me rappeler l'échéance. Ce qui me paraît fondamental, si vous voulez, dans ces révolutions arabes et le rôle de l'islam, c'est qu'il s'agit d'un renouveau. Il s'agit d'un renouveau qu'il faut essayer de penser, nuancer, je dirais même séquencer pour en comprendre la signification. Et puis, ce sont des révolutions, si vous voulez, qui se sont déroulées évidemment dans le monde arabe, mais on est dans un univers mondialisé, et évidemment, l'Occident n'est pas neutre dans tout cela, dans le sens positif et négatif. Je veux dire que pendant longtemps, les préjugés occidentaux ont fait que tout ce qui relevait de l'islam dans le monde musulman était perçu comme étant islamiste potentiellement ou réellement. Et quand on disait islamiste, si vous voulez, ça englobait dans une ambivalence riche de sens autant les islamistes radicaux que les islamistes qu'on pourrait qualifier de modérés entre guillemets. Moi je pense que pour comprendre ces révolutions, d'abord il faut se placer dans une perspective, si vous voulez, liée à l'histoire du monde arabe. C'est fondamental, ils ne sont pas tombés des nues. Si vous voulez, ces révolutions, c'est quand même le fruit de maturation, de ce qu'on pourrait appeler une longue histoire dans la modernisation chaotique de cette partie du monde. Chaotique aussi en partie parce que c'est une région quand même où le pétrole joue un rôle fondamental et où évidemment les convoitises des différents pays, dont l'Occident qui est quand même l'acteur principal, jouent un rôle non marginal, pour le dire par un euphémisme, dans le déroulement des faits, des événements, des structures dans la mise en place des structures politiques dans cette région du monde. Alors, moi je pense qu'il faut voir ce qu'on pourrait appeler l'axe de continuité historique dans ces révolutions, autant que l'axe de discontinuité.
chaque révolution, si vous voulez, introduit une discontinuité. Mais en même temps, cette discontinuité ne peut être compréhensible que si on la place dans une sorte de déroulement historique avec, évidemment, les continuités qui sous-tendent. Une discontinuité en soi, si vous voulez, est inintelligible. Une discontinuité contextualisée devient plus intelligible parce qu'on voit bien les axes d'innovation, les axes de rupture, les axes, l'avènement de nouveaux acteurs, mais en même temps, comment ils vivent dans un contexte. Ce contexte n'est pas un vide, c'est un contexte historiquement situé. Alors, ces révolutions arabes, moi je dirais qu'on peut voir de manière très abstraite 3 séquences. Ce qu'on pourrait appeler les mouvements nationalistes arabes, d'ailleurs cela ne se réduit pas au monde arabe, une grande partie du monde iranien aussi peut être inclus dedans, mais puisqu'il s'agit des révolutions arabes, je me cantonne principalement à cette partie du monde. Alors, les révolutions arabes, si vous voulez, ont un passé historique où les mouvements nationalistes ont été quand même fondamentaux. Ça a été la première prise de conscience de soi du monde arabe par rapport au colonialisme, à l'impérialisme occidental, mais aussi par rapport à ce qu'on pourrait appeler la tradition islamique. N'oublions pas qu'une grande partie des nationalismes arabes ont été faites en rupture avec ce qu'on pourrait appeler l'islam traditionnel. Les nouvelles élites militaires ou autres qui ont lancé des révolutions ou des coups d'État ont été quand même des gens qui étaient plus ou moins modernisés selon le modèle sécularisant, si ce n'est laïcisant occidental. Nasser, quand il arrive au pouvoir, la dimension religieuse ne joue pas nécessairement un rôle très fondamental dans sa perspective. Bourguiba, quand il arrive en Tunisie, si vous voulez, le mouvement d'indépendance, etc., l'islam, pour lui, ne joue pas le rôle qu'il jouera par la suite. Donc, une élite nouvelle qui arrive avec des ambivalences. Par exemple, en Algérie, le rôle de l'islam est vraisemblablement sous-évalué dans l'appréciation de ce qu'on pourrait appeler le mouvement de l'indépendance. Donc, il y a une coloration à chaque fois nationale, locale, régionale, mais dans l'ensemble, les nouvelles élites, si vous voulez, pensent qu'il faut imiter l'Occident dans sa façon de gérer le politique, le social et le militaire, afin de rattraper cet Occident qui a asservi quand même une grande partie du monde arabe de manière directe ou indirecte. Alors, donc, la période nationaliste est une période qui, dans l'ensemble, si vous voulez, est contemporaine de la marginalisation de l'islam dans la politique, du moins sous une forme explicite. C'est cette période où on voit comment, avec des temporalités différentes, je veux dire, en Turquie par exemple, c'est à la fin des années 20, avec la suppression du califat, etc. Dans le monde arabe, avec Nasser, c'est dans les années 1950. Évidemment, on peut le voir un peu plus tôt aussi, dans certains phénomènes politiques et sociaux, par exemple le début du 19e siècle, avec des mouvements qui ont secoué l'Égypte et qui ont été annonciateurs en quelque sorte de mouvements constitutionnalistes dans le monde arabe, ou en Iran avec le mouvement, la révolution constitutionnelle de 1906. Bref, on est dans une phase où il y a quand même cette idée, encore une fois articulée à chaque fois dans un contexte local, régional, national, où l'islam n'est pas, si vous voulez, l'élément fédérateur ou organisateur au sens fort du terme. C'est de nouvelles élites formées souvent dans des écoles militaires où la religion ne joue pas, dans leur perspective, si vous voulez, un rôle fondamental. Par exemple, Kadhafi, en Libye aussi, et quand même, c'est un nationaliste arabe, il était admirateur de Nasser dans la première période. Bref, on est dans cette espèce de mouvance. En Iran aussi, on voit bien le Shah, son père qui avait imité Atatürk. Bref, il y a cette nouvelle élite qui arrive au pouvoir et qui tente d'organiser, en constituant les fondements d'un État moderne, souvent un État, si vous voulez, centralisateur, à partir de préceptes dont une grande partie empruntée à l'Occident. Il y a l'échec de ce nationalisme dans le sens de Nasser, si vous voulez, la guerre des 6 jours, ça a été quand même l'élément fondamental. On a vu comment
les armées arabes ont perdu face à Israël dans la guerre des 6 jours, de manière fulgurante, et là ça a été un traumatisme très profond. L'équivalent de ce traumatisme, on le trouve par exemple en Iran avec le renversement de Mossadegh en 1953. Il y a des traumatismes comme ça qui marquent les sociétés dans le monde musulman, vraisemblablement ailleurs aussi, mais qui sont très importants dans ce qu'on pourrait appeler la façon dont on conçoit son avenir, la manière dont les élites projettent en quelque sorte le destin de la nation dans l'horizon du futur. Et là, on voit très bien comment l'échec de Nasser, je veux dire l'échec vraiment de la guerre de 6 jours a marqué au fer rouge finalement une grande partie du monde arabe. Humiliation, sentiment que le monde n'est pas, si vous voulez, favorable à vous, que l'Occident est du côté quand même d'Israël et que les choses qui se déroulent avec l'asservissement de la population, tout cela est un destin, si vous voulez, inexorable. Cette espèce de pessimisme très profond, si vous voulez, a marqué pendant les premières années au moins de l'après-guerre de 6 jours une grande partie du monde arabe et musulman. On voit bien l'avènement d'une certaine configuration de l'islamisme qui est liée à cet échec du nationalisme arabe, à cet échec, si vous voulez, d'occidentalisation à outrance, et à cet échec aussi du mépris de ce qu'on pourrait appeler la culture locale, la culture profonde de la société. Et le problème essentiel avec ces élites qui prenaient le pouvoir et qui essayaient de réformer la société, je l'ai vu très bien, par exemple en Iran, mais aussi avec vraisemblablement le nasserisme en Égypte, Bourguiba en Tunisie, etc. C'était cette espèce de, comment dire, de mépris pour ce qu'on pourrait appeler le passé et l'islam. Mépris qui ne se disait pas nécessairement, mais qui se reflétait dans les attitudes, dans la façon dont on construisait le projet de société, dans la manière dont l'État intervenait au niveau de la vie quotidienne des gens. Bref, modernisation, mais en même temps une sorte de traumatisme profond lié à cette espèce de déni d'une part de l'identité des gens qui était vraiment fondamentale et qui se constituait à partir de différentes versions de l'islam. Un autre phénomène aussi qui a joué un rôle fondamental dans les islamismes radicaux, c'est, si vous voulez, l'avènement d'un des alliés les plus importants de l'Occident, l'Arabie Saoudite, avec la manne pétrolière de plusieurs, vous savez bien, d'abord plusieurs centaines de millions de dollars, et puis plusieurs dizaines de milliards, maintenant c'est 1 milliard de dollars par jour, c'est vraiment fondamental. Et là, on oublie que dans la façon dont on a une version, parce que l'islam, comme toutes les religions, il y a des versions, il n'y a pas une version de l'islam, dans la manière dont se construit la version fermée de l'islam, le rôle de l'Arabie Saoudite est fondamental. Avec les milliards de dollars qu'il injecte dans ces mouvements, cette espèce de version wahhabite de l'islam qui combat le soufisme, qui combat donc l'islam mystique, qui combat les différentes versions de l'islam, le chiisme, etc. Bref, on est dans un monde où des alliés de l'Occident contribuent, si vous voulez, à l'avènement d'une forme inflexible, intolérante et fermée de l'islam, et après on reproche à ces sociétés d'avoir, si vous voulez, engendré cet islam, alors que, précisément, le pétrole joue un rôle fondamental. Sans les milliards de pétrole, et là, je crois qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été faits, qui sont remarquables, qui montrent comment cette version de l'islam salafiste ou néo-salafiste est vraiment subventionnée au début de manière massive par l'Arabie Saoudite. Donc l'islamisme n'est pas un phénomène qui serait, comment dire, lié à des sociétés musulmanes comme telles qui sortiraient du néant ou de leur passé profond, mais ça sort aussi du pétrole. Ça sort aussi, si vous voulez, de cette manne pétrolière détenue par l'Arabie Saoudite, quand même l'allié privilégié de l'Occident. Même si on la critique quelquefois, mais quand on critique l'Arabie Saoudite, c'est pas de même façon que lorsqu'on critique l'Iran ou d'autres pays du monde musulman. Alors, il y a un bémol sur tout ce qui relève de l'Arabie Saoudite, du moins dans un certain nombre de médias, qui quand même me paraît quelquefois susceptible d'indigner les honnêtes gens. Bon, alors,
on voit bien comment donc, se construit cette version de l'islam, et l'islamisme radical en est l'un des rejetons. Il ne faut pas se... Je veux dire, c'est un rejeton qui va ensuite à l'encontre même de l'Arabie Saoudite, parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas suffisamment islamiques, dans la manière dont ils vivent, leur train de vie, leur façon de dilapider quand même l'argent du peuple, le Beit al-Mal, etc. Bon. Alors, on voit bien cette espèce de version de l'islam qui a le vent en poupe chez une minorité de gens, et avec des mouvements islamistes radicaux qui sont anti-occidentaux dans leur, qui sont anti-occidentaux dans leur conception de soi et de l'autre, marquée par un rejet profond de l'Occident, dont ils pensent qu'il est quand même l'allié de ce qu'on pourrait appeler le sionisme, Israël et de tous les régimes corrompus de la région. Alors, précisément, les révolutions arabes se produisent, à mon sens, et là c'est évidemment sujet à débat, au moment même de l'épuisement de cette configuration de l'islam, cette version de l'islam. Cette version a eu le vent en poupe, si vous voulez. Il y a eu d'abord la seule révolution islamique dans le monde musulman qui a été couronnée de succès, ça a été en Iran, et puis ça a donné naissance à une théocratie islamique dont on sait maintenant que vraiment il est dans une phase extrêmement répressive et régressive. Alors, et puis il y a eu l'expérience concrète des sociétés avec l'appel à une contre-violence vis-à-vis des forces occidentales qui étaient violentes, et on sait très bien que l'Irak quand même l'invasion de l'Irak a été faite au mépris des lois internationales au début. Après, ça a été confirmé par l'ONU. Mais donc, tous ces phénomènes font que cette version radicale de l'islam, inflexible et en rupture avec le monde dans le sens d'une volonté de généralisation de la violence, s'épuise. Je veux dire, il y a une temporalité de ces phénomènes sociaux, si vous voulez, et après une vingtaine d'années, on voit bien comment cela montre des signes d'épuisement et surtout son incapacité à effectuer des changements profonds dans le monde arabe. Les régimes en place demeurent, ils ne changent pas. La répression contre eux et contre tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont perçus par les régimes arabes comme étant leur ennemi, tout en n'étant pas nécessairement des islamistes, se fait, on l'a vu en Algérie par exemple, comment des massacres ont été perpétrés par des islamistes radicaux, mais aussi par l'armée algérienne, au nom de ces islamistes, un peu pour entraîner l'Occident dans le sillon. Donc, tout cela fait qu'il y a un épuisement de ces islamismes radicaux, si vous voulez, de ces vagues d'islamisme radical dans une grande partie du monde arabe et musulman, et on assiste à l'avènement d'une autre version de soi et de l'autre. Alors, cette nouvelle version de soi et de l'autre est sous-tendue par ce qu'on pourrait appeler des transformations quand même profondes dans le monde arabe. On voit bien d'abord comment le niveau de l'éducation monte, tout cela dans un livre que j'ai fait en anglais, où je marque, enfin bon, le taux d'analphabétisme baisse, les femmes, les filles arrivent quand même dans une très grande partie des sociétés du monde arabe, avec quelques exceptions mineures, vraiment à l'école et à l'université. Les nouvelles technologies, évidemment, jouent un rôle, mais il ne faut pas non plus en exagérer la portée, parce que ce n'est pas Internet seul qui fait une révolution, il faut qu'il y ait des acteurs. Et ces acteurs-là, si vous voulez, s'ils n'existent pas, il n'y aura pas la révolution, malgré Internet. Pour le moment, je ne vois pas de signe révolutionnaire en Chine, et pourtant l'Internet est très fort. Donc, en soi, les nouvelles technologies ne se substituent pas aux acteurs. Il faut des acteurs, si vous voulez, qui montent des mouvements, et ces acteurs, précisément, on en voit l'émergence dans le monde arabe. Alors, ces mouvements, j'ai essayé de le montrer, d'autres l'ont montré aussi, je ne suis pas le seul. Bon, on a vu, par exemple, en Égypte, avant, il y avait le mouvement Kefaya, il y avait le mouvement d'Avril, etc. Bon, et en Tunisie, on a eu plusieurs mouvements. Mais ce qui est important, du moins dans les deux cas fondamentaux de révolution arabe,
qui ont réussi à renverser le pouvoir sans recours à la violence, c'est la Tunisie et l'Égypte. Et dans ces deux cas-là, les acteurs qui ont, en un sens, été les moteurs de ces mouvements ont été, si vous voulez, ceux-là même qui avaient une vision marquée par la tolérance vis-à-vis des autres et de soi, par la recherche de ce qu'on appelle pour la première fois de manière massive la citoyenneté, la dignité du citoyen, la notion que j'aime beaucoup et que l'on trouve aussi en Iran, dans le mouvement vert, 1 an et demi avant les révolutions arabes, et qu'on trouve ensuite en karama, la dignité, le citoyen. Et ceci de manière massive, de manière importante. Et puis un rapport à l'Occident qui est distancié. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas critique. Ça veut dire qu'on instaure une sorte de distance. On ne répond pas à ce qu'on pourrait appeler la logique de l'humiliation par une tentative de contre-humiliation, mais par une sorte de distanciation qui fait qu'on peut avoir une attitude réflexive vis-à-vis de ce phénomène. Et puis on voit aussi, moi je pense, quelque chose de fondamental. C'est la première fois que, de manière massive, pas seulement chez des groupes d'intellectuels ou chez des groupes, si vous voulez, restreints, cette vision que le rapport individu-État n'est pas tissé à partir de ce qu'on pourrait appeler la dissolution de l'individu dans l'État-nation. C'est vraiment la première fois, et c'est là la notion de dignité qui le voit. J'ai été dans les manifestations de rue en Iran, c'était 2009, donc c'était 1 an et demi avant la révolution arabe, comment, pour la première fois, surtout des jeunes, mais alors par centaines de milliers, criaient « Où est mon vote ?» Et dans cette « Où est mon vote, où est ma voix ?» il faut voir l'adjectif possessif qui est fondamental. Mon, ma, je existe. Si vous voulez, dans les mouvements nationalistes, le jeu égo qui existait, qui était du moins dans les élites et dans les grandes parties des classes moyennes qui s'étaient constituées à partir de la fin du XIXe siècle, ce jeu, cet égo, si vous voulez, ne pouvait trouver son assomption que dans la dissolution, dans ce qu'on pourrait appeler le nous du gouvernement, de l'État. Le nasserisme, le pan-arabisme, le Nasser qui est quand même un mouvement fondamental dans le monde arabe, est marqué par le fait que nous, le gouvernement, l'État prend en charge le citoyen et donc montre la voie en quelque sorte à la société. Et donc mon vote ne résiste pas à cette espèce de rouleau compresseur qui est en un sens l'État, le gouvernement. Dans les mouvements islamistes, le jeu, l'ego ne peut se concrétiser, ne peut se légitimer qu'en relation avec le martyr, cette espèce de sacrifice suprême au service de la Ummah, de la communauté, imaginaire, construite à chaque fois sous une forme spécifique. Et donc, on ne voit pas de citoyens au sens fort qui résistent au gouvernement à l'échelle de toute une société. Dans ces mouvements, pour la première fois, à mon sens, et là encore, évidemment, c'est un sujet à discussion, à débat, parce qu'un certain nombre de gens qui reviennent maintenant dire que ce n'était pas des révolutions, c'était des non-révolutions. Moi, j'avais été étonné de voir comment, par exemple, quelqu'un comme Robert Mallet, enfin, qui dirige avec un Crisis Group, avec un autre, ont écrit un livre, enfin, un article important dans le sens que c'est quand même, ça montre la désillusion, disant c'est des non-révolutions, etc. Mais bon, moi, j'ai l'impression que c'était de vraies révolutions, mais dans un style nouveau, avec des enjeux nouveaux, et donc, évidemment, ce n'était pas des révolutions si vous voulez, prônant la violence comme étant légitime contre les contre-révolutionnaires sous la même forme que dans la Révolution française, la Révolution russe ou les révolutions classiques. Alors, cette dignité du citoyen, moi je trouve que c'est la première fois qu'on le voit à l'œuvre à une échelle extrêmement étendue dans les sociétés arabes. Pour ceux qui ont été sur la place Tahrir, évidemment la place Tahrir n'est pas l'Égypte, on est d'accord.
mais c'était quand même fondamental, symboliquement fondamental, essentiel. Ceux qui étaient aussi en Tunisie, dans les petites villes, la Tunisie, le modèle tunisien est différent du modèle égyptien, dans la mesure où ça commence dans les petites villes, et surtout de manière contre-intuitive, dans les endroits les plus sous-développés. D'habitude, on sait très bien que les révolutions, les mouvements de contestation, etc., se produisent dans des endroits, si vous voulez, développés, pays, c'est-à-dire les endroits où il y a une nouvelle couche sociale de gens qui participent au développement et qui se sentent frustrés ou démunis face à ce qu'on pourrait appeler l'emprise d'une structure répressive. Or là, on voit bien, par exemple, Bouazizi, ensuite la région, c'est des régions finalement laissées pour compte, qui, le mouvement s'étend dans les petites villes, et ensuite ça atteint Tunis, et surtout on voit bien que c'est à la jonction de deux types d'acteurs distincts, ce qu'on pourrait appeler l'acteur UGTT, l'acteur, si vous voulez, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui a joué un rôle fondamental, du moins dans sa hiérarchie intermédiaire, avec des groupes de gens qui étaient autonomes par rapport à la direction nationale qui était sous la férule de Ben Ali. Et puis, ce qu'on appelle maintenant aussi dans le jargon anglo-saxon, c'est les netizens, c'est-à-dire les jeunes qui travaillent sur l'informatique, etc., le web, et puis qui ont une vision nouvelle de soi et de l'autre, et cette génération aussi qui joue un rôle, et c'est précisément l'articulation entre les deux qui a fait le succès fulgurant de la révolution tunisienne. En Égypte aussi, on voit bien ces gens, ces nouvelles classes moyennes, avec la diaspora qui joue un rôle important, et aussi à la fin, vers la fin, une partie des ouvriers qui, dans un syndicat minoritaire, participent au mouvement, à des grèves, etc. Alors, ce qui est essentiel, donc, je vous dis, c'est cette nouvelle vision de soi comme citoyen qui a des droits, qui n'a pas que des devoirs, qui a des droits et surtout une dignité que l'État doit, en un sens, respecter. Et c'est dans ce sens-là qu'on rejette les pouvoirs en place. Alors, ce qui est quand même assez difficile peut-être à analyser à un moment donné, c'est que ceux qui font ces révolutions-là, après les élections, on a le sentiment qu'ils sont plus ou moins marginalisés. C'est un fait, je ne pense pas qu'on puisse noyer le poisson en prétendant que dès le début c'était eux-mêmes, et donc que tout ça c'était une sorte de duplicité islamiste qui a joué, et donc cette vision aussi que j'ai trouvée dans un certain nombre d'écrits, et par des gens d'ailleurs quelquefois très intelligents, ou bien que ça a été un complot ourdi par l'impérialisme. J'ai lu un livre d'un ami, Tariq Ramadan, sur ce point que je trouve vraiment inacceptable de mon point de vue, parce qu'il nie totalement qu'il y a quand même, c'est une dynamique interne, et ce n'est pas tellement guidé par l'Occident dans cette espèce de complot généralisé sur le dos du monde arabe ou sur le dos des musulmans. Alors, tout cela, je crois que le désarroi que nous éprouvons, nous, dans l'analyse de ces phénomènes, les acteurs sur place l'éprouvent encore plus que nous. Et il faut vraiment en rendre compte. Je veux dire, le sociologue n'est pas celui qui présente une analyse toute faite, lisse, façonnée, etc., mais qui aussi montre en quoi il y a un certain nombre de phénomènes qui doivent être analysés, qui nous échappent aussi en partie, parce que nous sommes dedans. Dans 30 ans, évidemment, ce sera beaucoup plus facile. Les historiens auront la tâche plus facile que nous. Mais pour le moment, il y a quand même quelque chose qui se passe, une rupture entre ce qu'on pourrait appeler les acteurs de ces révolutions et ce qu'on pourrait appeler le déroulement par la suite, à partir des élections, etc., de passation de pouvoir à d'autres groupes sociaux. Alors, j'aimerais bien vous donner quelques mots à ce sujet parce que ça me travaille autant que les autres. Je suis persuadé que nous n'avons pas de réponse toute faite, mais on essaie de le comprendre, on essaie de le rendre intelligible à nous-mêmes. Moi, je pense que l'une des raisons essentielles de cette espèce de rupture qu'on sent... Excusez-moi, j'avais plus... Je vais éteindre, comme ça on est tranquille.
paraît quand même digne qu'on se penche dessus. Si vous voulez, par exemple sur la place Tahrir, on voyait bien comment les musulmans, les coptes, main dans la main, faisaient vraiment le nécessaire pour que chacun fasse ses propres prières. On avait le sentiment qu'il y avait une création in vitro d'une nouvelle société à venir. Évidemment, il y a une dimension de dynamique de groupe qu'on ne peut pas nier dans ces phénomènes. Il est vrai que cette façon idéalisée qu'on avait sur la place Tahrir, qui a, je suis persuadé, a secoué plus d'un. Ceux qui ont été dedans, enfin moi-même, comme observateur, vraiment, je ne pouvais pas rester insensible à cela. On pourra me le reprocher, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu la distance, ce qui est vrai en partie. Mais bon, on voit bien que, par exemple, le même phénomène, je l'avais vécu dans la révolution iranienne, et ça n'avait absolument pas cette nature. C'est de 78. De 79, oui, exactement. Oui. Je veux dire, il y a quand même dans ces pulsations d'une sorte de micro-société en relation avec un mouvement social fondamental, un certain nombre d'indices qui ne peuvent pas laisser insensible le sociologue qui est impliqué dedans. La révolution de 1979, malgré ces aspects qu'on pourrait qualifier de très positifs, avait quand même cette vision de soi qui était très martyropathe, après je l'ai appelé, permanence de la mort comme sacrifice suprême, sacrifice de l'individu à la totalité de la Oumma, vision de rapport puritanisé entre hommes et femmes. Bref, un certain nombre de phénomènes que je n'ai pas perçus sur la place Tahrir. C'est vraiment... Là, on avait aussi des micro-sociétés en Iran, à Téhéran, quand il y avait ces phénomènes, dans les grandes rues de Téhéran, on avait vu. Donc, même si c'est des micro-sociétés, même s'il y a une dynamique de groupe, je pense que la place Tahrir reflétait, qu'on le veuille ou non, disons, la dynamique interne de ce mouvement révolutionnaire. Alors, par contre, en 2009, en Iran, le mouvement vert, j'ai trouvé un certain nombre d'ingrédients qui ressemblaient vraiment à la place Tahrir. Donc c'était des prémonitoires, si vous voulez, de cette nouvelle génération de gens qui avaient un rapport, si vous voulez, entre hommes et femmes, par exemple, beaucoup plus décomplexé, une vision de soi et de l'autre beaucoup plus tolérante, une manière de se construire dans son identité qui n'était pas exclusive de l'autre. Bon, donc le mouvement vert, ce qu'on appelle le mouvement vert en Iran, c'est-à-dire de 2009, les élections présidentielles de 2009, ont une sorte d'affinité élective avec ce que j'ai vécu sur la place Tahrir et ce qui s'est passé en Tunisie, qui me paraît flagrante. Je veux dire, ça fait partie de même groupe, de même famille de mouvements. Alors, dans un cas, évidemment, ça a échoué pour des raisons que je décris dans mon livre, et dans d'autres cas, on peut dire qu'il y a eu un succès au moins partiel dans le renversement des gouvernements autoritaires. Alors, cette rupture, j'aimerais bien qu'on y passe un petit moment, parce que je crois que c'est fondamental. Ce que l'on peut percevoir, enfin moi je veux dire, j'essaie de construire une sorte de justification de cette discontinuité qui m'a secoué, hein, je vous l'avoue, comme tout le monde d'ailleurs, on n'est pas seul, et même les acteurs sur place, quand on discute avec des gens, si vous voulez, sur la place Tahrir ou qui ont été dans la révolution tunisienne, eux aussi, il y en a qui disent, mais je ne comprends pas, on vit dans deux mondes. Comment, si vous voulez, surmonter cette idée des deux mondes? Voilà. Je crois que l'une des raisons, c'est que les nouveaux acteurs qui ont été à l'avant-garde, entre guillemets, parce que précisément ces formes révolutionnaires mettaient en cause la notion même d'avant-garde, du moins sur le plan intellectuel. Alors, ces jeunes qui étaient à l'avant-garde de ces mouvements, pas seulement des jeunes, d'ailleurs, encore une fois, par exemple, les membres de l'UGTT, il y avait des avocats, il y avait des postiers, enfin des gens, enfin vraiment, il y avait beaucoup de monde. Eh bien, ils n'étaient pas du tout des salafistes. Alors, d'où viennent les salafistes? Ça, c'est un problème. On peut donner des explications, mais en même temps, comment se fait-il qu'il y a cette espèce de mouvement de fond, si vous voulez, où les frères musulmans, du moins dans un premier temps, ont
une majorité extrêmement importante, et où ceux qui ont été à l'origine même de ces phénomènes, de ces mouvements, de ces révolutions, se sont marginalisés. Moi, je crois que l'une des raisons fondamentales est que, d'abord, les frères musulmans ont été élus moins parce que c'était des islamistes, que parce que c'était la permanence de structures, si vous voulez, dans l'exil, ailleurs, dans une sorte de continuité historique qui n'existait pas avec les nouveaux groupes. Je veux dire, Ennahda en Tunisie a continué quand même sous la répression, a eu quand même une partie de ses membres en France, en Angleterre, même sur place. Donc une vision de continuité, alors que ceux qui ont fait les révolutions n'avaient pas de parti politique, n'avaient pas d'ancrage historique, au sens je veux dire, de référent pour des élections. Le second point, c'est aussi, et là je pense que ce qui était très positif dans ces nouveaux types d'acteurs en relation avec leur constitution de soi comme promoteur de ces révolutions, ça se transforme en un point négatif, à savoir une forme d'évitement du politique. Beaucoup de ces acteurs avec qui j'ai pu discuter pensaient que la politique était sale. Il ne fallait pas se salir les mains. Une vision morale, une vision en termes de droits de l'homme, une vision en termes de construction de soi. Et alors, dans tout cela, si vous voulez, il y avait une façon de ne pas vouloir se constituer en acteur politique. Je veux dire, un mouvement révolutionnaire avec des nouveaux types d'acteurs qui arrivent à trouver une vision, une version de soi et de l'islam que je qualifierais moi de très 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 ouvert. On passe au monde des élections où il faut se mobiliser, où il faut constituer, si vous voulez, des groupes, etc. Incapacité à le faire, du moins dans un premier temps. Maintenant, ils commencent à s'organiser, à voir. Mais ça a été quand même très, très, très dur. Et puis, il ne faut pas oublier en Égypte les militaires, qui n'aiment pas trop que les gens interviennent et qui, bon, ont tout fait aussi dans un sens pour exacerber un certain nombre de mouvements. Par exemple, on sait bien que la tuerie des Coptes, ça a été, Maspero, ça a été quand même un fait où les militaires ont joué un rôle important. Bref, ces acteurs anciens, les militaires qui ont su se préserver, du moins du fait même de leur neutralité en grande partie apparente, mais en grande partie aussi réelle, puisqu'ils n'ont pas pris le parti de Moubarak, et puis les acteurs, surtout les frères musulmans, ont très bien joué sur ce plan-là. Moi je crois que c'est donc la déficience même de ces nouveaux acteurs, leur fragilité, qui fait problème, et que vraiment, s'ils ne surmontent pas cela, et là je suis plutôt optimiste, et ça c'est à titre individuel, ils risqueront d'être toujours dans la minorité. Et puis il y a le problème des femmes. Je crois que là aussi c'est fondamental, le problème du genre. Dans les mouvements, si vous voulez, on avait le sentiment que précisément une certaine forme d'égalité implicite entre hommes et femmes était instaurée. Moi, dans les mouvements verts en Iran que j'ai vu, dans ce que j'ai vu sur la place Tahrir, en Alexandrie peut-être un peu moins, mais bon, c'est que l'idée qu'on ait des citoyens et des citoyennes prévalait sur ce qu'on pourrait appeler l'interprétation traditionnelle de l'islam qui établit ce que maintenant un certain nombre de groupes de féministes islamistes appellent la complémentarité plutôt que l'égalité. Alors, là aussi c'est un vrai problème, puisque j'ai vécu ça aussi pour le mouvement vert en Iran, dans les manifestations de 2009, où les femmes n'étaient plus, et c'est là la différence avec le mouvement de 1979, n'agissaient plus comme étant la sœur de, la femme de, la mère de, etc. Et agissaient comme femme. Et là, dans une très grande partie aussi de ce que j'ai vu en Égypte, place Tahrir, dans les grandes villes surtout, et en Tunisie, c'était ça. C'était vraiment que pour la première fois, il y a la promotion d'une citoyenneté féminine. Et là aussi, tout d'un coup, on voit bien que après, et c'est les salafistes, de manière un peu moins prononcée, les frères musulmans,
qui veulent introduire des choses. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans des réunions avec des intellectuels tunisiens il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, et vraiment leur désarroi était là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne pensait pas que ça allait se reproduire, les salafistes venir comme ça, demander, enfin, la régression aussi du statut de la femme, alors que on avait quand même une sorte d'égalité des droits, du moins formelle, avec Ben Ali. Bon, c'est que, en fait, aussi les religieux, aussi d'ailleurs, en Égypte, les Coptes, etc., qui ont peur. Le problème essentiel, c'est qu'on est, si vous voulez, les régimes autoritaires dans le monde arabe, que ce soit l'Égypte ou que ce soit la Tunisie, en un sens, avaient pris, comment dire, la direction des mouvements féministes, des mouvements des femmes. Et donc, ce n'était pas par le bas que les choses se manifestaient, mais c'était par le haut. En un sens, ça, c'est un phénomène que les autoritarismes utilisent aussi. Je veux dire, ce n'étaient pas les femmes qui étaient des actrices, en quelque sorte, de cette égalisation, même s'il y avait des mouvements de femmes, évidemment. Mais par exemple, en Tunisie, c'était la femme de Ben Ali qui était à la tête du mouvement des femmes. C'est quand même... Et donc, il y a donc des formes, si vous voulez, une forme de désappropriation liée à la formulation politique de son identité qui sont très fragiles, enfin, dans le monde arabe. Je pense qu'une partie de ce qui se passe dans la peur des femmes en Tunisie ou en Égypte, c'est plus du tout, je veux dire, ce n'est plus du tout seulement l'Occident. N'oublions pas que dans ces pays-là aussi, il y a des classes moyennes, surtout la Tunisie, il y a quand même une classe moyenne sécularisée, certes numériquement minoritaire, mais qui quand même a une identité très forte et qui a des affinités électives avec ce qu'on pourrait appeler la sécularisation du modèle français. Alors, leur désarroi est lié aussi à la fragilité de leur statut et à leur incapacité, à mon sens, à constituer des groupes qui puissent s'affirmer politiquement. Donc moi je crois que là, les salafistes, d'ailleurs il faut expliquer aussi leur avènement. Les salafistes en Égypte avaient été favorisés par le gouvernement Moubarak parce qu'ils étaient apolitiques. Or, avec l'avènement des révolutions et l'ouverture du champ politique, ils se sont bien rendus compte qu'ils ne pouvaient pas rester apolitiques. Donc, en un sens, c'est positif qu'ils deviennent politiques, qu'ils s'expriment politiquement, même si cela peut perturber certains, et je le comprends. Moi, je crois que ça fait quand même partie de la société égyptienne, ça fait partie de la société tunisienne, ça ne tombe pas du ciel. Donc, qu'ils s'expriment politiquement dans le champ politique, à mon avis, c'est une bonne chose. Le problème essentiel, c'est la défaillance, la faiblesse, la précarité, la fragilité, si vous voulez, des acteurs politiques qui ont promu les révolutions. Du moins, cette explication que je vous présente, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres visions. Et bon, Alain, j'aimerais bien, non, parce qu'on est quand même dans des situations où notre ego est impliqué, je veux dire, notre propre vision des choses est impliquée. Et moi, quand je vois, par exemple, les membres des classes moyennes tunisiennes, des intellectuels qui sont très proches de moi, se plaindre et dire, mais bon, on est quand même dans une situation où le modèle théocratique iranien va venir. D'abord, je ne le crois pas. Je ne pense pas sincèrement que le modèle théocratique iranien du Velayat Fari, dans sa version sunnite, puisse s'instaurer dans ces pays parce qu'ils n'ont pas de Khomeini, heureusement. D'autre part, il y a une partie des classes moyennes quand même, et des gens éduqués qui n'en veulent pas. Et puis la situation n'est plus la même, puisque la révolution islamique en Iran s'est produite dans un monde où il y avait quand même cette bipolarité Est-Ouest, l'Union soviétique. Et puis, je ne pense pas que vraiment le groupe des salafistes en Tunisie, qui doivent faire quelques dizaines de milliers vraisemblablement, du moins tel que me le disent mes amis, soit capable d'instaurer un modèle théocratique islamique. Et Ennahda non plus, je ne crois pas qu'il aille dans ce sens, heureusement. Et donc, cette espèce de peur, fantasme de théocratie islamique dans ces sociétés-là me paraît plutôt l'expression d'un désarroi que le signe d'une réalité. Peut-être je me trompe. Encore une fois, les sociologues, quand on travaille sur ces domaines,
font à chaud des analyses. Et donc, contrairement à d'autres qui travaillent 200 ans après, bon, ils peuvent ne pas avoir les mêmes données d'ailleurs. Alors, donc, transition, si vous voulez, d'un type d'acteur à un autre, le retour de ce qu'on pourrait appeler l'islam. Alors, du côté occidental, on se fait aussi des fois, si vous voulez, une gorge chaude contre ceux qui disaient « mais non, c'est nouveau », etc. Il dit « mais non, vous voyez, c'est le même ». Et donc, cette rengaine de cette vision que c'est du même, identique, alors que ça ne l'est pas. Et que, bon, par exemple, moi j'ai lu des analyses d'intellectuels, enfin d'analystes israéliens qui disent que ces mouvements, c'est l'islamisme. Il n'y a rien à dire, donc c'est l'islamisme. Ce qui en partie est vrai, en partie faux. Donc, tout le problème, et du côté occidental aussi, il y a un certain nombre de gens qui étaient des sceptiques vis-à-vis de ces mouvements, qui lui disent, vous voyez, tous ces mouvements-là... On vous l'avait bien dit. On vous l'avait bien dit. Alors, tout le problème, c'est que précisément, ce n'est pas la même chose. Le rapport à l'islam me paraît quand même avoir été bouleversé. Et là, dans quel sens? Je vais vous le dire, ma version des choses. Je pense que le fait que des salafistes soient obligés d'intervenir dans le champ politique, c'est une bonne chose. La compétition en différents groupes est une bonne chose parce que ça les limite. L'une des raisons pour laquelle une partie des salafistes tunisiens sont sauvages, entre guillemets, c'est que précisément ils ne jouent pas le jeu politique. Une partie des salafistes tunisiens maintenant ont constitué un parti politique, et donc quand on constitue un parti politique au sein de la société, on est obligé plus ou moins de jouer le jeu politique. Donc le passage au politique me paraît quand même fondamental, et ça c'est l'un des acquis de ces révolutions, du moins dans ces deux pays. Après que la constitution des acteurs ne soit pas à la hauteur des espérances, ça, c'est un phénomène qui me paraît aussi, peut-être ai-je tort, transitoire. Viendra un moment où on sera, comment dire, où le désenchantement vis-à-vis des frères musulmans pousseront d'autres partis politiques au devant de la scène. Et ça, c'est l'apprentissage de ce qu'on pourrait appeler banalement la démocratie. Je crois que ces révolutions ont introduit d'une manière quelquefois brutale peut-être, même pour les acteurs sur place, ou du moins des groupes d'acteurs qui partagent un peu notre vision du monde, l'islam, surtout dans ses deux versions, et islam frères musulmans, islam salafiste. Un autre point, et là aussi ça peut paraître un peu, je dirais, paradoxal, que je vous soumets comme idée, est que si vous voulez, dans le monde musulman, les dernières 20-30 années, on a eu la compétition entre trois versions de l'islam. Ce qu'on pourrait appeler la version frères musulmans, la version salafiste ou wahhabite, si vous voulez, promue par l'Arabie saoudite, et la version djihadiste. Il y a aussi la version réformiste, mais la version réformiste, si vous voulez, en Iran, ça a eu un succès énorme. Dans d'autres parties du monde arabe aussi, mais ça n'a pas pu devenir un phénomène de masse, du moins au niveau, en termes de mouvements sociaux. Mais ça ne veut pas dire que ça ne deviendra pas. Bon, bref, si on prend cela, moi j'ai l'impression que les frères musulmans ont joué constamment sur ce qu'on pourrait appeler une certaine ambiguïté de leur position politique. Ils ont été dénoncés par les djihadistes qui pensaient qu'ils étaient des réformistes. Eux-mêmes, il y a eu quand même deux fractions dans l'affaire musulmane, historiquement, si vous voulez, la fraction de Roth, qui était vraiment révolutionnaire, et puis l'autre fraction, si mes souvenirs sont exacts, Hudaybi, etc., voilà, et qui était réformiste. Alors, cela étant, le rapport à la démocratie a été toujours ambivalent. Moi, je crois que ces révolutions font que ça désambiguise ça. Ils ne peuvent pas continuer à jouer ce jeu-là jusqu'au bout. Il faudrait qu'ils ouvrent, je veux dire, explicitement la voie à un rapport aux politiques qui soit distinct de rapport aux religieux dans le sens de la charia. Alors, je crois que ces révolutions désambiguisent, en un sens, ce rapport et qui est fondamental. D'autre part, ces révolutions, si vous voulez, désambiguise aussi un autre rapport, c'est entre frères musulmans et salafistes. Les salafistes, si vous voulez,
par exemple le parti An-Nour en Égypte, il y a d'autres groupes aussi qui sont constitués, maintenant d'autres partis, et puis en Tunisie aussi. Alors, ont une vision qui est encore plus ambiguë, si vous voulez, quelquefois même antidémocratique dans le sens de la construction de l'acteur politique, pensant que la démocratie est, si vous voulez, l'expression de Tarout, c'est-à-dire l'expression de la souveraineté du peuple, et donc c'est une forme moderne d'idolâtrie. Alors, là aussi, je crois qu'on va vers des formes d'affrontement entre frères musulmans et salafistes qui n'existaient pas avant. Et ces formes d'affrontement auront pour résultat, conséquence, comment dire, de clarifier la position de ce qu'on pourrait appeler l'islam réformateur dans le champ politique. En d'autres termes, ces révolutions, en relation avec l'islam, à mon avis, ont fait le contre-pied de ce qu'a fait la théocratie islamique en Iran. À savoir une forme de rupture avec la théocratie et une construction du champ politique où on voit l'avènement de ce qu'on pourrait appeler une démocratie islamique ou réformiste, un peu selon le modèle turc, si vous voulez, à Capet, mais dans le contexte du monde arabe, avec cette différence majeure que, par exemple, en Tunisie, l'armée ne joue aucun rôle fondamental, n'a jamais été puissant. En Égypte, l'armée est là, mais l'armée n'a pas été, du moins jusqu'à présent, le garant de la laïcité contrairement à la Turquie. Bref, moi je ne pense pas, et là c'est mon point de vue que je soumets à la discussion. D'abord, on est donc dans des révolutions qui ont, en un sens, constitué un champ politique plus ou moins autonome. C'est fondamental. En second lieu, c'est des révolutions qui ont montré l'avènement de nouveaux types d'acteurs sociaux, mais qui sont extrêmement fragiles sur le plan politique et qui doivent constituer des fronts politiques, savoir gérer leur rapport aux politiques, alors que leur révolution était quand même marquée par ce qu'on pourrait appeler le refus d'implication dans la politique. Et c'est là l'une des raisons de son succès d'ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas de leader, parce qu'ils ont constitué cette opposition par rapport à ces pouvoirs autocratiques, où le politique ne pouvait pas être explicitement au centre du mire. Ce qui était fondamental, c'était l'opposition à cette autocratie, et ils ont réussi, je pense. En troisième lieu, c'est le rapport à l'islam qui va se clarifier, et personnellement, mon point de vue est qu'on va dans le sens d'une forme de désambiguïsation, pour emprunter le langage des linguistes, du rapport entre souveraineté populaire et ce qu'on pourrait appeler souveraineté de Dieu. Les deux vont se décanter. J'avais en vue de vous parler, par exemple, de quelques mouvements islamistes qui se sont transformés en mouvements beaucoup plus ouverts, par exemple le mouvement marocain qui a donné naissance au PJD, etc. Mais bon, on n'a pas le temps, c'est même pas peut-être nécessaire. Bref, voilà les quelques points que j'aimerais bien soumettre à discussion, tout en disant que je ne suis pas sûr du tout d'un certain nombre d'éléments que je vous ai présentés et qu'il faut l'analyser dans un débat entre nous pour comprendre un peu mieux, et surtout avec les acteurs de ces révolutions. Merci.